À mon sens, tous les combattants sans distinction doivent bénéficier des mêmes attentions de la part de leur chef. Les petits égards peuvent engendrer de grandes frustrations. En temps de guerre, l'image du chef doit être synonyme d'impartialité. Demain, lorsqu'il sera amené à désigner des Junouds pour une action dangereuse, le fera-t-il selon ses sentiments personnels ou selon des critères dictés par la froide raison militaire? Plus tard, quand l'état-major général sera constitué, des soldes seront payés aux Junouds et aux gradés. La somme sera la même pour tous, 5, 10 puis 15 francs anciens. Ce pécule suffit à peine à payer les cigarettes. J'aurai un privilège pourtant. À chaque fin de mois, les Junouds non-fumeurs poseront près de ce qui me sert de lit quelques paquets de cigarettes, humbles et précieux cadeaux achetés avec leur propre argent. Depuis que les unités de la LN sont devenues plus nombreuses, les paysans n'ont plus été en mesure de pourvoir à la subsistance du Jeish. Les campagnes, d'ailleurs, ont été littéralement hachées par les bombardements de l'aviation ennemie. L'ancien système logistique du front, basé sur les réseaux de soutien étendus à toutes les zones rurales, n'existe pratiquement plus. Les quelques familles paysannes qui n'ont pas encore fui vers les pays limitrophes n'ont plus les moyens de nourrir un si grand nombre d'hommes. Le ravitaillement des unités dans les zones opérationnelles se fait par des convois de mulets, toujours dans de grandes conditions de dangerosité. Parfois, des centaines de kilos de produits nécessaires à leur subsistance sont détruits par les maquisards eux-mêmes, afin qu'ils ne figurent pas dans le butin de l'ennemi. L'aventure que je narre ici illustre bien ces difficultés. Cela fait 3 jours que le chef de la 2e compagnie, Boutarf al-Fadl, a rejoint ses positions. Il a laissé derrière lui un sous-officier chargé, avec son groupe, de lui faire parvenir un convoi de mulets porteurs de ravitaillement. Le temps passe sans que le convoi ait pu vraiment s'ébranler. L'ennemi, à Pronton, occupe un passage obligé, le col de Bergilet. Je reçois l'ordre du chef de la zone d'aller au PC de la 2e compagnie et de me rendre compte sur place de la situation. Comme je ne connais pas le terrain, je me dis qu'il vaut mieux m'informer de tout avant de tenter de pousser en avant la caravane. Une fois au PC, je réunis les responsables pour avoir un aperçu aussi précis que possible de l'état des lieux. Depuis 3 jours, les muletiers de l'Uqbi, craignant pour leur chargement, font un pas en avant et 2 en arrière. Bergilet signifie en dialecte local celui qu'on aborde avec des petites jambes ou à petits pas. Jamais endroit n'a mieux mérité son nom. Selon des renseignements transmis par des éléments au contact, des silhouettes d'hommes se dessinent de temps à autre sur la crête. Ne pouvant me satisfaire de réponses aussi imprécises, je décide de me rapprocher le plus près possible de ce véritable théâtre d'ombre, transgressant délibérément les ordres du chef de zone, lequel, me sachant nouvellement affecté, m'avait demandé de ne prendre aucun risque. Je demande une arme. Bouchrit Sessi, dit celui-ci, chef de la section à laquelle appartient le groupe d'accompagnement, me tend son mat 49 et 8 chargeurs. Trop lourd, je me contente de 4. Aux 4 autres, je préfère ma canne qui met la nuit d'un grand secours. Nous prenons immédiatement la route. Al-Fadl doit sûrement s'inquiéter de ne pas voir arriver son ravitaillement. Nous arrivons près des guetteurs et remarquons effectivement des silhouettes sur le col. Je suis intrigué. L'ennemi, quand il tend une embuscade, se camoufle selon les règles de l'art. Je décide de poursuivre plus en avant pour en avoir le cœur net. Dès que nous passons la route qui relie Bouhadjar à Soukharas, je marche en pointe avec le chef de groupe suivi d'une équipe de voltigeurs. Tous mes sens en éveil. Les ombres qui apparaissent fugacement peuvent être un leurre cachant une préembuscade. Pendant notre progression, nous remarquons une habitation dont la présence détonne la solitude alentour. Nous frappons à la porte. « Passez votre chemin. Le jour, ce sont les soldats, la nuit, c'est vous. » Répond quelqu'un de l'intérieur. L'irritation dont la voix est chargée signifie un aller au diable, qui met hors de lui Bourchabia, le chef du groupe d'escorte affecté au convoi. Il veut défoncer la porte. Je lui fais signe de ne rien faire. Je me mets à la place de ce paysan, soumis perpétuellement aux interrogatoires et aux violences. Les civils qui s'obstinent à rester dans l'œil du cyclone subissent les pires avanies. Nous leur demandons un quart de galette, un broc de petit lait et quelquefois d'éclairer notre chemin. Ils l'ont fait jusqu'à l'extrême limite de leur force.
Les soldats ennemis brûlent leurs masures, massacrent leur bétail, les tuent ou les regroupent derrière des barbelés. Notre homme a mille et une bonnes raisons de nous envoyer promener. Nous continuons d'avancer déployés en éventail, l'oreille attentive et l'œil aux aguets. Soudain, une sommation fuse. Bref, halte. Nous nous jetons à plat ventre, les armes prêtes à cracher. Après conciliabule, le chef de groupe reconnaît un Djundi de sa compagnie. Nous nous redressons et allons à sa rencontre. Il dit ne pas comprendre le manège de ces derniers jours. Nous vous voyons avancer, puis brusquement faire demi-tour. El-Fadl, vous sachant alourdi par le convoi, a placé tout au long de l'itinéraire, aux endroits dangereux, des piquets pour vous alerter en cas de danger. Nous sommes soulagés de savoir notre chemin ainsi balisé. Nous apprenons qu'une section avait eu un accrochage avec un commando ennemi aux abords du Douar Shafia. Un Djundi est mort pendant l'escarmouche enterré sur place et que le gros de l'unité, sous les ordres du commandant de la région, est ailleurs en opération. Nous repartons. La végétation rend la nuit encore plus noire et ma canne m'est d'un grand secours. Nous réglons nos pas sur le rythme de celui des mulets. Je m'aperçois que je distingue mieux les contours des choses quand je les regarde du coin de l'œil, le regard légèrement dévié vers le haut. Quand la piste est dégagée, nous accélérons la progression. Il nous faut arriver avant le lever du jour pour camoufler nos équipages, car l'aviation d'observation ne s'accorde aucun répit. Soudain, une sentinelle nous arrête. Mot de passe. Nous sommes arrivés aux abords du Douar Harraga, où bivouac El-Fadl. Les hommes dorment, El-Fadl veille, il vient vers nous. Retrouvailles, salutations. Il interroge le groupe sur les raisons du retard. Je vois qu'il meurt d'envie de semoncer son frère Mourtar. Il se contient devant moi. Mourtar, craignant le courroux de son aîné, s'éclipse. El-Fadl nous indique un endroit où nous pouvons nous reposer. Je suis réveillé en sursaut par un bruit de moteur d'avion. Combien de temps ai-je dormi? Le soleil brille. Shafia et sa plaine verdoyante se déploient sous le regard. Le Djbel Bouabbed se dresse en arrière-plan, immense et majestueux. L'heure n'est pas à la contemplation, les avions tournoient de proche en proche. El-Fadl ordonne de rester à couvert. Un Djundi m'apporte du café dans une vieille boîte de conserve façonnée en tasse. L'ustensile, noirci par le feu, a apparemment beaucoup servi. Les avions se rapprochent. Quelqu'un me fait signe d'observer le manège des mulets, lesquels, l'instant d'avant, broutaient l'herbe dans la clairière et maintenant courent vers le couvert des arbres. Le vrambissement des avions est pour eux signe de mort. Deux bêtes, Laïka et Loulou, enlevées à des harkis lors d'un accrochage, sont particulièrement entraînées à ce genre d'exercice. Dès qu'elles entendent des coups de feu, elles rampent, cou et tête contre le sol, me dit-on. Ces bêtes intelligentes sont nos amies dévouées, discrètes et efficaces. Sans elles, comment transporter mortier, obus et ravitaillement? Des hommes d'exception. La base de l'Est, comme je l'ai dit plus haut, est née en décembre 1956. Son territoire regroupe celui de l'ancienne zone de Souqaras, commandée d'abord par Beji Mourtar, puis par Amor Djebbar, Louardi Gittel et enfin Amara Bouglez. Le commandement politique de la Révolution, le CCE, l'a chargé d'approvisionner les wilayas de l'intérieur en armes et en munitions. Elle fera beaucoup pour s'acquitter de cette mission. À partir de mars 1957, les wilayas de l'intérieur prennent le relais en dépêchant en Tunisie de nombreuses katibas, toujours avec la mission de ramener des armes. Les unités de la base de l'Est présentes sur le terrain les guident et leur facilitent le passage. Les hommes de l'acheminement transportent chacun 2 fusils, 1000 cartouches et 2 obus mortiers. Le fardeau les rend vulnérables. Beaucoup d'entre eux périssent en accomplissant cette périlleuse mission. La zone 2, commandée par Abdelrahman Ben Salem, fait énormément dans ce domaine. Son territoire d'opération, les monts des Beni Salah et des Ouled Bchih, accidentés et couverts de forêts, facilite le passage vers l'intérieur. Lors des franchissements par la plaine de Annaba, plus au nord, de nombreux moudjahidines tombent. Mon unité a aidé au passage de Hidouch, Ahmed Ben Sherif, Abdelkader El-Bariki et Mohamed alias Fellagou. Abdelkader El-Bariki est tué avec son infirmier à Djbel Bouabed. Son adjoint, Ali Ridouchi, continue avec le reste du commando jusqu'à la wilaya 3. Il survivra à la guerre. Yazid de la wilaya 2 tentera aussi la traversée. Il perdra la moitié de son effectif dans un champ de mines combiné. L'autre moitié doit se replier.
Abdelkader Abdellaoui, qui profite du passage de Yazid afin de rejoindre l'interligne, est blessé au visage. Pendant cette opération, je suis chargé de créer des diversions dans une autre zone. J'ai toujours expliqué à ceux qui veulent comprendre le secret de la longue résistance des hommes de la LN face à une armée puissante que chaque combattant considère la cause de son peuple comme la sienne, propre, et qu'il a une foi inébranlable en la victoire. Dans les pages où j'évoque les premiers contacts avec les Français, je dis que peu nous importait que ces négociations aboutissent ou échouent. Nous étions décidés à poursuivre la lutte indéfiniment jusqu'à la victoire ou jusqu'à la mort. Hélas, parmi nous, dans nos rangs, il s'est trouvé aussi parfois des hommes qui ont trahi la patrie en ralliant l'ennemi. Certains furent outrageusement médiatisés et célébrés. Ali Karbadou et Adjel Adjoul. Dans l'Aurès, Abdallah Ben Zahzah à l'est de Sdrata ou encore Ali Hambli, non loin de Louenza. À côté de ces figures célèbres de la trahison, il y a aussi les petits, les obscurs bouchkara, délateurs sans état d'âme, retournés par des gradés locaux pour servir d'auxiliaires aux tortionnaires ou de supplétifs aux commandos qui nous pourchassent. El Fadel me donne un aperçu général sur la région où ces unités opèrent. Sa pugnacité a contraint les Français à étendre la zone interdite au Jbel Bouabed et à ses piémonts. Les populations sont regroupées dans des baraquements ceinturés de fils barbelés. Bientôt, il n'y aura plus âmes qui vivent aux alentours, me dit-il. Les Français appliquent à rebours la théorie de Mao, vider le bocal de son eau pour tuer le poisson. El Fadel ajoute que les commandos français pullulent dans le secteur, surveillant pendant la journée et tendant des embuscades la nuit. Le commando Thomas est la plus audacieuse de ces têtes chercheuses. Il compte dans ses rangs un grand nombre de ralliés, en particulier un certain adjudant, L'Habib, ancien chef de section dans une unité de la LN, ainsi que le sergent Khmis. La bravoure extraordinaire du sergent Khmis a décidé le commandement de la zone à lui ordonner d'infiltrer le commando pour exécuter L'Habib. Mais Khmis, après avoir fourni des renseignements précieux pendant 3 mois, a fini par changer de camp et rallier corps et âme ses derniers employeurs. Connaissant la région dans ses moindres recoins et étant au fait des habitudes des maquisards, il leur a maintes fois donné du fil à retordre. Le soir, je m'interroge pourquoi un héroïque combattant de la LN a été retourné aussi facilement. Quelles découvertes nouvelles, quels drames personnels ont ébranlé sa foi en la victoire, sa confiance en le Nidam. Le cas du sergent Khmis me fera toujours regarder avec méfiance les bêtes de guerre. Ceux qui vivent la guerre pour elle-même et qui s'enivrent de leur exploit sont des héros tristes qui n'appartiennent en définitive à aucun camp, peut-être à celui de la mort. Dans la matinée, El Fadel répartit les sections et les installe à l'abri dans les fourrés touffus qui constituent le sous-bois de la forêt. Cette manière de procéder en zone interdite permet de se soustraire au chouf de Thomas, lequel, une fois la LN logée, attend la nuit pour bondir et mordre. Les responsables improvisent une petite réunion pour étudier la façon de rejoindre Romdezana, où est retranchée la section de Boujma, dit El Marroki, sur le versant ouest de Djbel Bouabed, zone de repli idéale pour nos forces et qui n'a jamais été investie durablement par les militaires français depuis le début de la guerre.